Bonjour et bienvenue dans l'épisode 49 de la pause cinéma. Je suis avec Étienne Toutin. Salut. Et seulement avec Étienne Toutin du coup, parce Oui. que exceptionnellement Jonas n'est pas là. Et enfin il n'a pas pu être là du coup. Du coup ça va être un épisode un peu spécial, plus court peut-être. Ouais. On n'aura qu'un seul film d'actu, même si on peut un peu évoquer les films d'actualité qu'on aimerait voir. Ouais, qu'on a malheureusement pas pu voir. Mm. Mais du coup, on peut aussi prendre plus de temps sur le film d'actualité qu'on a tous les deux. Ouais, surtout que c'est un film on va pouvoir faire une bonne discussion dessus parce qu'il est intéressant. Ouais. Et du coup, on va commencer par les petits films les films qu'on n'a pas vus, mais que on va dire nos attentes dessus, mais ce qu'on entend, moi ce que j'ai entendu sur certains films. D'abord, on va parler des Gardiens de la Galaxie 2, à la limite. 3. Oui, en plus, ouais. Je fais tout le temps le problème, la faute. Alors moi, j'ai pas particulièrement d'avis parce que j'ai pas vu le 2. J'ai vu que le premier. J'avais bien aimé, mais sans plus. Et de toute façon, je suis pas vraiment la cible Marvel. Enfin. Bah, on sait en général que Gardiens de la Galaxie, c'est un peu le haut du panier de Marvel. Mhm. En même temps, c'est pas très dur d'être le haut du panier de Marvel. Donc, bon. Mais ouais, moi ça m'attire pas, en sens que de toute façon, j'ai arrêté du coup. J'ai arrêté les Marvel, je suis en cure. Bah ouais. Moi, je continue, mais que quand, je sais pas, le film peut potentiellement m'intéresser un peu, comme Doctor Strange 2, quoi. Ouais, bah justement, c'est pour ça que je me dis, j'ai été pour Sam Raimi, et puis. À part 2-3 scènes. Bah ouais, et puis du coup, je sais même pas par qui il est réalisé, le numéro 3. Gardien de la Galaxie 3 Ouais. Bah James Gunn. Ah, c'est toujours James Ouais, Gunn. c'est toujours James Gunn. Ok. Oui, c'est pour ça que t'as un minimum de garantie, Ouais, que ça va être à peu près comme le 1 et le 2, même si du coup il vogue entre patron de Warner, enfin de DC en tout cas chez Warner, et du coup Gardien de la Galaxie chez Disney. Ouais. Donc tu te dis, vas-y, peut-être qu'il y a eu. C'est ça qui est un peu étrange. Ouais. Mais bon. C'est intéressant quand même que les lignes se brouillent un petit peu entre DC et Marvel. Mais bon. Non, sinon, un autre film d'actu qu'on n'a pas vu, du coup, mais je suis même pas sûr qu'il est à Rennes, c'est Nos Cérémonies. C'est avec deux frères qui, en gros, font un art martial. Ouais. Et tiens, c'est ça l'affiche. Ok. Et apparemment, c'est pas mal. Et niveau photo, elle est magnifique. Donc j'aurais aimé le voir, j'ai pas pu. Mais je suis même pas sûr qu'il a Rennes. Et c'est de Simon Ries. Ou Riette, mais je préfère dire Ries. Et c'est avec du coup Simon Bord et Raymond Bord. Du coup, les deux frères du coup qui font un art martial de base. Et voilà, je sais pas s'il y a d'autres films. Moi j'ai pas. Non, J'ai plus le truc, j'avais le papier en plus, la photo du GC Léal, enfin du 9h des Halles. Mais ouais. Bah, il reste le film qu'on a vu en fait. Hein, ouais, et ben on va parler de Disco Boy de Giacomo Abruzzese. Ouais. Je crois que c'est ça, je sais pas. Je sais plus. En plus, j'avais la petite affiche quelque part, mais. Mais je sais pas du tout comment le prononcer. Normalement, c'est bien ça, ouais, c'est Giacomo Abruzzese. Pour le résumer vite fait. Ouais. C'est Alexei, en gros, et son pote qui quittent la Russie. C'est Mikhail. Il quitte la Biélorussie. Ouais, mais on va dire la Russie parce qu'on sait que la Biélorussie. Oui, en soi. Ouais. C'est un fief de la Russie, hein, mais. Ouais, il quitte la Biélorussie. Du coup, pour aller soi-disant se rendre à un match, du coup, de je sais pas quoi. Je pense que c'est un match biélorusse contre Pologne. Ouais, du coup, il se retrouve en Pologne. Et au final, du coup, Alexei et son pote vont se barrer parce que leur objectif, c'est d'aller en France. Et par la suite, Alexei va s'engager dans la Légion et on va suivre, du coup, Alexei et en parallèle aussi des trucs qui se passent au Niger. Et du coup, vas-y, ton premier. Film très étrange, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je m'attendais à quelque chose d'assez qualitatif quand même, mais en fait, toute la promo du film est faite autour d'images qui sont très colorées, qui renvoient vraiment vers presque une esthétique à la Refn. Et le film, on n'a pas tant que ça en fait. Donc déjà, ça m'a surpris. Je me disais même à un moment, parce que le film commence avec un plan qui se passe au Niger, et après on enchaîne tout de suite sur le bus de supporters de foot, et je me suis dit, mais est-ce que je regarde le bon film ? Parce qu'en plus, le title screen, le moment où il y a marqué Disco Boy, vraiment sur l'écran, il s'affiche que à la toute fin du film. Ouais. C'est pas un truc qui s'affiche au début ou au bout de 15 minutes, ou même comme dans An Elephant Eating Sting au bout de presque 1 heure. Oui. Mais là, c'est vraiment à la fin du film. Et c'est super surprenant comme film, vraiment.
ça évoque tellement de sujets différents et c'est très 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 beau, très bien réalisé. Il y a beaucoup d'idées qui des fois je trouve marchent super bien ou d'autres fois marchent pas super bien, mais l'idée est tellement intéressante que c'est pas si grave. Et ça m'a vraiment surpris quoi. Je m'attendais pas à une telle claque en fait avec ce film. Il y a pas Drive My Car aussi où il y a le truc au bout de 30 ou 40 minutes de film? Ah si, c'est bien possible. Ouais, je crois. C'est bien possible. Et je sais qu'il y a une blague que j'aime bien, c'est que quand le truc s'affiche au bout de 30 minutes, tu dis « Oh, il était bien le film !» Ça fait vraiment la fin du film où ils affichent le générique, quoi. Ah, moi, ce qui me fait rire, ça se passe dans Disco Boy. Il y a un gag, je sais plus si c'est dans les Griffins ou les Simpsons, où ils sont en train de regarder un film. Je crois que c'est dans les Griffins. Et t'as Mhm. Peter qui fait Oh, il a dit le titre du film, il a dit le titre du film. Oui. Et là, on peut le dire dans Disco Boy, du coup, à un moment, ouais, et du coup, on l'a pas dit aussi, mais il y a une grosse partie du film qui se passe, enfin, ça je l'ai dit, mais au Niger. Mhm. Mais on va suivre, du coup, une milice qui, en gros, je sais plus comment il s'appelle. Pour Je l'autonomie sais de plus non plus. du delta du Niger, un truc comme ça. Enfin, Ouais, c'est ça. et eux, ils luttent en gros parce que au Niger, évidemment, il y a tous les Occidentaux qui y sont pour le pétrole. Et ça va se connecter à un moment, notamment avec la Légion, du coup, la Légion étrangère, où Alexei est. Et ouais, moi pareil, j'avais peur en allant le voir du côté Refn. Hein, parce que moi, Ouais. Refn, je trouve que Une ça a ses limites. suresthétisation, ouais. Mm. Et il y a un peu ça dans le film. Il y a certains plans que je trouve suresthétisés un peu. Mhm. Ça se tient. Mais non, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une grosse expérience, je trouve, le film. Vraiment, il fait 1h30 et ça glisse tout seul. Ça, c'est pas tendre hein, politiquement aussi. Non, Pourtant, pas il est du très tout. subtil, le film. Mais quand on creuse un peu, on se dit, ouais, non, il y a un message politique qui est très, très vénère derrière. Bah, et puis, ouais, c'est ça qui, en fait, je trouve, tient le film plus qu'un refun. Enfin, du moins, un refun récent, peut-être. Mais c'est que, en soi, refun, il esthétise énormément et il dit pas grand-chose. Même si, tu vois, il n'y avait pas l'esthétique, le film, il serait pas très... Il y aurait pas grand-chose qui est dit par le film. Alors que là, si tu retires tout le côté très esthétisé, bah, tu gardes quand même un film qui dit énormément, quoi. Mhm. Qui parle de qu'est-ce que c'est que de venir de Biélorussie, d'arriver en France, de pas avoir de papier, de pas avoir d'identité réellement, et en fait de s'engager dans la Légion étrangère pour pouvoir récupérer des papiers français. Puis après, qu'est-ce que c'est d'aller dans des missions où tu vas aller te battre pour des causes que tu connais pas réellement, et où tu vas tuer même pour des causes que en fait tu ne portes pas, toi, concrètement, Mhm. mais que tu le fais juste pour avoir la nationalité française. Et puis qu'est-ce que c'est que d'être une ancienne colonie française qui se fait toujours en fait, qui est presque toujours une colonie tellement toutes les ressources sont vampirisées par l'Occident, quoi. Et bah déjà, enfin rien qu'avec ça, et j'ai pas fait tout le tour parce que le film évoque aussi qu'est-ce que, bah, je me souviens d'un moment où ils sont où il y a une discussion où ils demandent mais qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas si on était né en France. Ouais. Et bah oui, Je crois qu'ils disent concrètement. bien né blanc d'ailleurs. Ils disent pas né en Oui, France. ouais, si on était né blanc. C'est exactement ça, ouais. C'est encore plus fort. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que chaque personnage, même si la galère dans laquelle il se retrouve fait que, bah, en fait, ils deviennent des hommes de guerre, des hommes violents, bah, ont leur propre rêve qui est très candide, en fait. Bah, je me souviens, il y en a un des deux qui dit qu'il veut être danseur, et d'où le Disco Boy, Disco d'ailleurs. Boy. Et l'autre veut être croupier avec un dialogue mais magnifique. Ouais. Genre regardez le bonheur et le malheur des gens, il dit, pour et être neutre, complètement être entre les deux. Ouais. Mm. Être une sorte d'ange. Ouais, il dit ça. C'est magnifique. Et, non, et puis t'as un parallèle dans le film avec Alexei du coup qui arrive en France et qui a pas de nationalité du coup. Mm. Et ce que va faire Alexei du coup avec la Légion au Niger va inciter un personnage du coup à aller aussi en France. Mm. Et on va revoir hein, du coup un peu cette partie-là un peu différemment après. Sauf qu'elle ne peut pas s'engager dans la Légion étrangère en fait du coup. Bah non. C'est assez. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que t'as pas qu'un point de vue masculin. Hein. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup en masculin. Ouais. Mais t'as ce point de vue féminin quand même mais qui reste un peu mystérieux, un peu vaporeux, mais ce qui est compréhensible parce qu'en fait les personnages principaux sont des hommes. Donc c'est bien de garder cette part de mystère sur la féminité, je trouve. Mais t'as vraiment en fait une approche totalement différente où le seul moyen qu'elle puisse trouver du boulot, c'est presque par la vente de son corps, quoi. Mm-hmm. Et c'est pas un sujet qui est énormément évoqué, mais qui est quand même montré. Et c'est un sujet, pareil, très, très intéressant, très prenant, en fait. Et c'est marrant de parler de point de vue, du coup, parce qu'il y a un motif dans le film qui est assez récurrent, c'est l'œil. Du coup, c'est un œil différent sur deux personnages,
au Niger de base, Mm. et qui va influencer du coup Alexei à un moment. Donc pour moi, je l'ai pas pris comme un truc fantastique. En tout cas, les autres personnages, j'ai pas l'impression qu'ils le voient dans le film, Ouais, cet non, œil-là. Ah, je suis. Je sais plus s'il y a une réplique Parce à un que moment. il y a. Bah, le moment où Alexei. Bah, du coup, petit spoiler, mais le moment où Alexei il récupère en fait cet œil-là, t'as le patron de la boîte de nuit qui lui dit qu'est-ce qui est arrivé à ton œil. Et Ouais, mais il c'est donne pas pas par de rapport à une réponse. cicatrice. Je suis pas sûr. C'est par rapport vraiment à l'œil. J'ai un doute. C'est une bonne Parce question en que vrai. je me dis, ouais, il s'est pris des coups au final, tu vois, même dans la Légion. Enfin, Mm. tu reviens, t'es en sale état, quoi, dans ce truc-là. Ouais, mais c'est. Moi, je trouvais que c'était une idée exceptionnelle, cet œil-là, par contre. Mais pour moi, c'est vraiment c'est une façon de voir le monde, peut-être. Une sorte de. Le moment où Alexei a cet œil-là, le film est très différent. En tout cas, le personnage devient très différent et devient très sec. Mais c'est une perte d'innocence, j'ai l'impression. Parce que, tu vois, même si s'ils évoquent leurs rêves à un moment, qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils étaient blancs, bah, ils gardent ça comme une fiction, en fait. T'as plus cette innocence de te dire non, mais ça peut quand même arriver. Et bah, Alexei, il avait un peu ça, enfin, il a ça au début du film en disant ouais, je vais aller en France, vive la France, Ouais. je vais pouvoir aller danser en boîte de nuit. Et puis après, en fait, il se retrouve en boîte de nuit. Et bah non, pas vive la France. Mais d'ailleurs, il y a un truc. Bon, je reverrai peut-être le film quand il sortira. Mais il y a le délire avec la jambe, le fait qu'il peut pas danser dans la première scène de boîte de nuit. Mhm. Et il se touche la jambe à un moment quand il est avec le mec qui va l'engager dans la Légion, dans un bureau. Oui. Et il y a Ouais, vraiment un plan où il met la main sur sa jambe. Oui, oui, Donc, mais ça, c'est parce que. Enfin, moi, j'ai ressenti ce truc-là avec le mec de la Légion. En gros, il lui ment pendant toute la longueur du truc. Parce que, tu sais, il s'était blessé. On voit ça, à un moment, il s'extrait de l'eau Ouais. et bah, déjà, il a perdu tous ses vêtements et il a une blessure à la jambe. Et en fait, il lui ment continuellement pendant le truc. Enfin, quasiment. Je pense qu'il a des amis, il a de la famille. Oh oui, en non, bah ça Biélorussie. oui. Mais Il veut pas les impliquer. et puis on lui demande est-ce que t'as une blessure, est-ce que t'as une infirmité. Non. Et en fait si, j'en ai une à la jambe, mais si je le dis, vous allez pas me prendre. Ouais. Et ça, j'avais trouvé ça très très smart. C'est vraiment, le film est très bien réalisé. Je trouve qu'il y a pas j'ai pas vu de défaut dans la réalisation. Il y a pas de moments qui m'ont dérangé, si ce n'est peut-être à la limite les moments très métaphoriques avec les danses que j'ai du mal à m'expliquer. Moi, il y a des moments aussi Mais, avec les étincelles sur l'écran. T'as genre de plans oui, très courts oui. avec des étincelles sur l'écran. Qui servent un peu de transition. Ouais. Mais oui, c'est vrai que ceux-là, je n'arrive pas non plus à me les expliquer, mais en même temps, le rapprochement que je fais, c'est le moment où Alexei il est allongé dans un parc parisien et qu'il voit les étoiles. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Mais c'est ça qui est surprenant en fait avec ce film, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. C'est très expérimental à certains moments, mais Bah, notamment s'y avec perd pas non plus. on n'en a pas parlé, mais la scène, du coup, Ouais. il y a une scène de meurtre dans le film, du coup, avec la Légion étrangère. Mhm. Et elle est filmée en caméra thermique. Mais c'est pas une caméra thermique où on peut ou comme Sicario, où on va voir très bien ces personnages et tout ça. Mm. C'est un moment, ça va être un gloubi-boulga de couleurs, quoi. Enfin, de couleurs chaudes, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on devine quand même un peu les formes, mais Ouais. on les perd beaucoup et avec ces amas de couleurs en fait un peu étranges. Et c'est ça qui est surprenant quand je regardais le truc, c'est que je me disais ouais, c'est osé de faire ça, c'est très expérimental, mais d'un autre côté on arrive quand même à comprendre l'histoire. Il y a quand même un truc, et puis le fait de cacher la violence derrière ça, c'est intéressant. Mais en termes visuels, oui, il y a vraiment des trucs qui tirent vers l'expérimental. Enfin, ça crée des formes, mais magnifiques, le truc. Et on n'a pas parlé aussi vite fait, mais il y a un truc avant, c'est qu'il y a du coup, moi, le plan qui m'a le plus marqué du film, par contre, c'est un plan. C'est quand il s'échappe en hélicoptère et qu'on voit la forêt du Niger, du coup, et au fond les usines de pétrole. Je me demande s'il est pas fait en FX d'ailleurs, ce plan. Si on pas rajouté, tu vois. C'est possible. Je sais pas, en tout cas, si c'est une vraie zone, c'est incroyable, juste par contre. Et pour moi, ce plan-là, il réunit vraiment Apocalypse Now et Blade Runner. Ouais. Il y a vraiment. Déjà, c'est pas déconnant de comparer les deux avec Blade Runner, la société qui part en couille, machin, et tout ça, qui s'est industrialisée. Là, en soi. Jusqu'au boutiste, ouais. Et le Apocalypse Now pour le côté très guerre dans le film qui me faisait, moi, quand je voyais la bande-annonce, je me disais, ça on dirait Apocalypse Now et un mélange de Refn, quoi. C'est vrai, ouais. Parce que dans la bande-annonce, on voit beaucoup les parties, les parties au Niger. Bah moi j'ai ressenti un petit côté Kubrick aussi, en vrai, dans le film. Bah, c'est sûrement parce qu'il y a tout cet entraînement en fait qui m'a fait penser à Full Metal Jacket. Ouais. Et puis cette camaraderie qui se développe. Mais ouais, c'est vraiment un film surprenant en fait qui aborde beaucoup de choses et qui le fait de manière vraiment
vraiment prenante. Parce que c'est pas... Par contre, ouais, c'est peut-être ça le truc, c'est que si on n'est pas cinéphile, il y a moyen qu'on soit vite largué par ce film. Parce qu'il prend beaucoup comment... Il y a beaucoup de plans qui sont longs et où en fait ça nous imprègne de l'ambiance, mais où concrètement il n'y a pas grand-chose. Enfin, Je sais pas si... je sais pas, je doute moi-même en le disant, hein, mais... Ouais, parce que moi, justement, il y a des films, tu vois, par exemple First Cow, Oui, ouais, ça, bien je sûr. ressens la longueur des plans, là, je l'ai pas ressenti en tout cas, donc... Un petit peu au début, moi, mais c'est vrai qu'à un moment, en fait, j'étais complètement pris dans le truc. mm. Mais enfin, c'est un film qui est très peu dialogué, mais enfin, non, il est vraiment super intéressant, quoi. Oh oui, puis là, un truc qu'on n'a pas évoqué. Ce qui aide, justement, je pense à ça, Ouais. à le faire passer très bien le film, c'est la musique de Vitalik, Complètement. du coup, qui est un DJ, toi t'avais vu, c'était qui? C'est un... Musicien et tout, c'est un français. producteur d'EDM français, et qui est très très talentueux, parce que enfin, moi je connaissais vite fait, je pense que j'ai dû entendre une ou deux de ses musiques avant sans trop capter le nom, mais bah là la BO elle tape, elle est vraiment vraiment très 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 bonne. C'est très sec comme ambiance, surtout, ça donne vraiment des ambiances, ambiance qu'on voulait, machin, métallique. Mm. C'est vraiment une ambiance lourde dans le truc. Ouais, mais en même temps c'est un truc qui est prenant, quoi. Ouais. Il y a un côté un peu hypnotisant, je trouve que le film est très... Il y a un côté énergique dans le film, Ouais. c'est ça qu'on n'a pas dit, c'est le film fait très jeune. Je me demande, je sais ah pas oui. quel âge il a du coup le réal, mais ça se trouve c'est un mec de 60 ans, mais C'est possible, hein. mais en tout cas le film fait très jeune. Ça c'est sûr, ouais. Bah, rien que par les lieux qui sont choisis, enfin, en soi on a plus l'impression d'avoir presque un film de guerre réalisé par Gaspard Noé Oui, ouais. qu'un Apocalypse Now pur et dur, quoi. Enfin, Ouais. rien que le fait qu'ils incorporent la boîte de nuit. Apocalypse Now avait un moment aussi de sorte de boîte de nuit en soi, c'est Il y a un peu ça aussi dans Full Metal Jacket, le moment où ils sont dans le village. dans le bar et tout. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant parce que, enfin, tu vois, rien que à l'époque, tu vois, c'était plus un bar ou un village, tout ça. Aujourd'hui, c'est la boîte de nuit avec des néons de couleurs Mm. et où va y avoir une robe miroir qui est absolument magnifique. Oh oui, le costume est incroyable. Ah ouais, franchement, j'ai eu des frissons pendant ces plans-là où c'est pour ça que cette idée vraiment visuelle de l'œil qui est, je sais plus de quelle couleur il est, mais il est presque de couleur de feu de ce que je me souviens, et qui transperce en fait vraiment l'image. Et c'est incroyable, c'est génial cette idée. C'est pour ça que le comparatif d'ailleurs avec Blade Runner est pas mal parce que C'est vrai, il y a les yeux des réplicants. Les yeux des réplicants, ouais. Et le Blade Runner commence par un énorme plan de l'œil. Ouais, en plus, le plan de l'œil qui se retrouve sur les paquets de clopes. Ouais. C'est vrai qu'on dirait vraiment le plan de... La prochaine fois que vous achèterez des clopes, demandez le plan avec Blade Runner. Voilà. Mais ouais, je sais pas si t'as... Bah, je pense qu'on a parlé de tout ce dont on pouvait parler. Non, Si ce n'est que bah, aller voir le film. non et, faut foncer. et au moins écouter la BO, parce que vraiment, si la BO vous plaît, allez voir le film. Parce que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Et c'est une très très bonne surprise. Et d'ailleurs aussi, le film d'actu dont on n'avait pas parlé, il est sorti il y a 2 semaines je crois, mais qui a l'air incroyable, c'est Noémie dit oui. Ok. Qui est film québécois et qui a l'air insane, vraiment. C'est en gros, c'est une meuf qui va être emportée dans une histoire d'escort girl, enfin... Ok, ah ouais. Et ça part vraiment dans un délire, notamment on voit dans la bande-annonce, il y a le motif le oui qui revient très souvent dans le film et qui ne veut pas forcément... Ouais. Enfin voilà, c'est... Ah, ça peut être intéressant. Et du coup, on va passer aux petites actualités de Rennes, Mhm. sinon. Et bah du coup, quand on vient de le dire, bon, il y a une séance encore pour Noémie dit oui. On n'a pas parlé aussi de Sur l'Adamant, qui est Ours d'Or à Berlin, du coup, documentaire sur l'Adamant, du coup, à Paris. Et puis du coup, il me semble que Disco Boy a gagné un truc... Disco Boy, Ours d'Argent à à Berlin, ouais. mais la dernière édition, du coup. Ouais. Là, l'Ours d'Or, bah non, c'est Ours d'Argent de cette année, du coup, peut-être, en fait. Ouais, je pense. Oui, parce que Berlin, bah putain. Oh, j'aurais dû aller voir Sur l'Adamant, j'aurais vu l'Ours d'Or et l'Ours d'Argent. Blue Jean, qui a l'air très bon aussi. Et sinon, toujours Mad God, qui est dispo à l'Arvor, qu'on incite à voir, et Boy is Afraid. Voilà. Ouais, bien sûr. Et sinon, dans les petites news, vendredi 12 mai, il y a Soleil Vert de Richard Fleischer, avec Incroyable. Charlton Heston. Et aussi, j'avais pas que Soleil Vert, évidemment, la cerise sur le gâteau cybernétique, Metropolis de Fritz Lang, à 19h, le jeudi 11, donc le jour avant. T'enchaînes Metropolis et Soleil Vert. Ça, c'est incroyable. C'est vrai qu'en fait, c'est la même... Il y a un côté ressemblant entre les deux sur la thématique. Oui, Sur c'est la vrai. société, un peu dystopique, enfin... Je dirais que... Ouais, non, c'est vrai. Non, oui, C'est vrai.
peut-être que Metropolis, tu vois, montre plus la haute classe de la société. Ouais, Soleil Vert, où il se concentre Alors plus que sur les... Soleil Vert, on la voit pas, la haute classe. Et c'est ça qui rend le truc encore plus Ouais. terrifiant. C'est qu'elle a pas de visage. Mhm. Et sinon, évidemment, on incite fortement à aller voir Mad Max Fury Road le mercredi 10. Et c'est en partenariat d'ailleurs avec les séances du lycée, machin. Ah ouais. Ouais. Bon, il sera en salle 1. Et bon, je sais que les séances avec le lycée en général, c'est bordélique. Mais là, le son va être tellement fort, je pense qu'on les entendra. Entend pas. On les entendra pas tellement ça va être Et le puis bordel. le film est tellement bon qu'ils vont. Ils vont être captivés. Mon voisin Totoro aussi qui va passer à l'Arvor. Je crois que c'est parce qu'il y a une restauration, mais je suis pas sûr. Le dimanche 14 à 11. Bah, je crois que c'est une restauration. Et à l'Arvor, il y aura aussi du coup Jeanne Dubarry. Le soir de l'ouverture du festival de Cannes. Et ah, ça c'est nouveau. Ah oui, c'est pour les séances de la semaine prochaine. Faut que j'aille voir ça. Ça a l'air incroyable, l'exorciste. C'est le mec qui a fait Overlord. Ça me dit rien du tout, Overlord, mais. L'exorciste du Vatican. Ouais, mais Overlord, tu connais pas? Non. C'est un truc avec des zombies nazis. Ok. Voilà. Et c'est produit par DJ Abrams. Ah oui. Je suis sûr que t'as déjà vu l'affiche, c'est une affiche rouge avec un mec, un zombie dessus, enfin très... Je te montrerai l'affiche après. Ouais. Bon, sinon, recherche-le en attendant. Bah, je vais pas monter. Ah merde. Et je vois que d'ailleurs, il y a peut-être pas une avant-première, mais la semaine prochaine, il y a le principal. J'ai vu la bande-annonce et ça a l'air cool. Il y a Roche Dizem, du coup, dans le rôle d'un directeur qui a un gosse dans l'école et puis il se passe des trucs, enfin, une histoire de tricherie et en même temps, il a l'air strict et sévère. Et juste, c'est pas un high concept, mais c'est le genre de truc qui me donne envie d'aller voir un film. Ouais. C'est comme quand on te donne, par exemple, tu vois, Whiplash. Oui, ouais. Tu te dis, quand tu vas te focal sur un personnage très haut, vraiment en couleur, tu vois, qui va te donner des scènes. Ah ouais, je vois ce que tu vas dire. Ouais. C'est vrai que ça peut être intéressant, c'est intriguant du moins. Ouais, et d'ailleurs, il y a un truc que je savais pas aussi, un film d'action chinois qui sort la semaine pro. La légende des demi-dieux. Ouais, c'est réalisé par Kawai Kam et Donnie Yen. Donnie Yen, c'est l'acteur de Ip Man et qui joue dans John Wick 4. Ah oui. Donc bon, pourquoi pas. Enfin, en fait, il y a plein de films la semaine prochaine. Ça peut être bien. Et celui-là que je vais conseiller par contre le plus la semaine prochaine, du coup, c'est War Pony de Riley Keough. Et je l'ai plus l'autre. Ouais. Parce qu'en même temps, je connais Riley Keough dans les deux, mais pas l'autre. Mais voilà, allez voir la bande-annonce, ça a l'air incroyable et ça sortira à l'Arvor. Et je crois qu'on a fini pour le pâté, à part que bah, y a eu Il était une fois le samouraï de Jean-Pierre Melville. Du coup, le 6 mai. Bah non, pas le 6 mai, non, c'est bien le 1er juin. Le 1er juin, du coup. Et je vais faire un petit tour aussi pour le TNB. Au TNB, je crois qu'on a les Ghibli. studios Ghibli qui... Ouais, on a un focus Ghibli avec surtout Princesse Mononoke. Qui va aussi avoir une séance du coup avec Jean-Baptiste Massuet pour présenter Shadow of the Colossus. Je suis curieux de savoir le lien entre les deux parce que j'ai Shadow of the Colossus. C'est vrai que entre Princesse Mononoke et Shadow of the Colossus, en vrai pourquoi pas. Il va y avoir un focus Kelly Reichardt et Michelle Williams en 3 films. Et il n'y aura pas First Co, je suis déçu. Mais en même temps, First Co il est passé je sais pas combien de fois avant. Mais du coup, on verra Showing Up de Kelly Reichardt. Mais Showing Up, c'est pas le film qui va sortir ça. Bah si, il vient de sortir lui. Oui, c'est. Ouais, 3 mai, 16 mai, je pense que c'est le film qui est. Ça, putain, c'était de Kelly Reichardt ce film là. Je savais pas. C'est la meuf qui a fait First Co quand même. Ouais. La dernière piste du coup est Wendy et Lucie. Voilà. Ok. Et je pense que c'est tout. Et peut-être on peut parler d'un petit truc aussi, c'est qu'il y a certains films du coup qui vont être bloqués à Hollywood en ce moment. En tout cas gelés. Ah bah oui. Parce que du coup il y a une grève des scénaristes à Hollywood. Et d'ailleurs j'ai entendu une anecdote marrante, c'est que les scénaristes insultent Jenna Ortega pendant la manif. Parce que en gros Jenna Ortega se permet sur les tournages de rectifier les scripts, notamment sur Mercredi, la série Mercredi. Et je pense que c'est une des raisons que les scénaristes gueulent, c'est que leur travail en fait il se fait. Il est plus respecté. Ouais, et aussi parce que moi ce que j'ai entendu c'est qu'il y a un délire aussi avec la montée de l'IA en ce moment. Donc potentiellement que à Hollywood on n'a pas entendu ça, mais que ça a commencé, je pense. Ça a commencé à en discuter à Hollywood, d'écrire des scénars à l'IA du coup. Et puis si ça n'a pas commencé à discuter, je pense que ça a commencé à être utilisé aussi, c'est juste qu'on n'en a pas encore entendu parler, parce que c'est des choses qui sont pas réglementées et qui pour l'instant peuvent passer sous le tapis. Mais oui, c'est clair que ça pose question et que il faut que les syndicats se réunissent et mettent les points sur la table pour dire non mais... En fait, il y a des gens qui bossent. Il y a eu récemment, de toute façon, enfin, on voit la limite de l'IA avec ce truc-là, c'est le Star Wars Wes Anderson. Ouais. Aussi beau que le truc soit, et aussi pas vu... Enfin, c'est un repompage de ce qu'a fait Wes Anderson. Bah ouais. Il n'y a rien d'original dans le Star Wars Wes Anderson. Il n'y a rien qui nous surprend. Ouais. C'est juste beau.
en soi. En soi, ouais. C'est un truc, c'est une sorte de petit truc, de petit fétichisme en mode je veux voir un Star Wars mais fait par Wes Anderson. Bah, complètement. Et c'est ça, ce sera ça de toute façon la limite de l'IA, c'est que C'est qu'elle va repomper. tu peux pas concrètement créer quelque chose de nouveau, ce sera toujours un mélange de choses qui existaient déjà précédemment. Et bah c'est pas plus mal. Après, est-ce que nous aussi on fait pas du repompage? Bah si, complètement. Mais il se fait de façon inconsciente, enfin je sais pas, il y a... La question, est-ce que c'est l'IA peut créer vraiment quelque chose? Ça, je sais pas. Pour l'instant, je pense pas. En tout cas, quand on voit le Star Wars Wes Anderson, non. Bah ouais. Bah après, c'est une demande Après, très précise. Bah oui, ouais. Mais ouais, on verra bien. Où est-ce que ça va aboutir tout ça? Qu'est-ce que ça va donner? Moi, je pense que c'est un truc à surveiller et que il faut surtout regarder ça de façon politique, dans le sens où ça va en parler, je pense, dans les assemblées, tout ça, et où on va commencer à avoir des lois apparaître qui vont commencer à tacler ça avant que ça prenne trop d'ampleur, quoi. Non, en général, c'est tout le temps en retard, ça, les lois. Ouais, mais là, ça devient urgent, déjà, maintenant, tu vois. C'est un peu comme le réchauffement climatique. Ouais, bah... Mais, bah ouais, on sait très bien qu'ils prennent 1000 ans à réagir alors qu'il fallait réagir 5 ans avant, quoi. Mais ouais, le truc, les scénaristes, là, si l'IA, en tout cas, s'ils manifestent, les scénaristes, c'est peut-être qu'on n'a pas entendu parler encore de ça, mais qu'à Hollywood, ça en discuté, en tout cas, d'utiliser les IA, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça va niquer, si tu te dis, vas-y, l'IA peut me pondre un scénar en 5 minutes, même pas. Bah ouais. Tu te dis, bah à quoi il sert le scénariste? Il me fait ça en un mois et demi, quoi. Donc... Bah oui, et puis après, t'as plein d'autres métiers qui vont être touchés par ça au fur et à mesure. Parce que l'idée, c'est que, concrètement, tu regardes les Marvel, ils font un peu tout le temps la même chose. Il n'y a pas beaucoup d'innovation, donc en soi, qu'est-ce qui me priverait de prendre un truc qui sait ce qu'il faut faire, vu qu'on l'a déjà fait plusieurs fois avant, et qu'il fait juste sur des nouvelles images? Enfin, il ira plus vite. Tu me diras, chez Marvel, faut peut-être mettre... De toute façon, il y a déjà une IA aux commandes chez Marvel, c'est Kevin Feige. Kevin.Feige. C'est vraiment... Franchement, c'est à se demander si les IA, elles sont pas plus évoluées qu'on le pense et qu'il n'y a pas déjà des dirigeants qui sont des IA. On le sait pas, non. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être qu'on fera une thématique IA. Ouais, bah oui, ça peut. On en fera une dans 6 mois quand l'IA aura explosé. En vrai, de toute façon, ça va aller de plus en plus vite. On fait une thématique IA, mais on lit des textes écrits par une IA. Mais on le dit pas. Non, mais c'est comme les technologies du numérique, de toute façon. Enfin, tu te dis, il y a eu plus d'évolution entre 2015 et 2020 qu'entre 70 et 2000 en termes de puissance et de vitesse. Et là, on arrive à un moment où du coup tout le monde commence à utiliser les IA, tous les sites là. Et on en parlait avant avec Snapchat, machin et tout, ils commencent à l'incorporer les trucs. Et potentiellement dans 1 an ou 2, même pas, voire dans 6 mois, on va avoir déjà d'autres trucs qui vont l'utiliser de plus en plus. Et ça va de plus en plus vite, c'est exponentiel ce genre de truc. Bah ouais. Enfin, là, tu vois, tu penses par exemple au premier iPhone quand il est sorti, 2007. C'est 2007, c'était de façon exponentielle, de plus en plus de personnes en utilisaient, de plus en plus de marques créaient leur propre version d'un iPhone, d'un smartphone en fait. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'améliorations dans les smartphones, en soi, c'est presque juste du fignolage ce qui change. Mais c'est un truc qui a pris une ampleur dingue en 2-3 ans, même pas. Et même moins que ça en vrai, presque. Et une IA, ça peut être la même chose. Mais sauf que le truc, c'est que ça a des répercussions sociétales immenses. Peut-être plus qu'un smartphone. Donc, à voir. En tout cas, dans le cinéma, ça en aura. Déjà, ça en a déjà eu un, puisque dans un festival, il y a eu un backlash, en gros, pour un court-métrage fait entièrement en IA, du coup. Et puis en soi, tu réfléchis, genre par exemple, les développeurs de sites internet. Donc en fait, les développeurs en général. Développer des trucs, des fois, c'est tout le temps faire la même chose. Du coup, si tu as une IA et que tu lui dis, tu peux me développer en HTML un bidule truc, machin, l'IA, elle te le fait parce que c'est exactement comment le faire. Du coup, c'est plein de métiers qui sautent. Enfin, c'est quelque chose qui touche énormément de métiers et on se rend pas encore compte à quel point, quoi. Même, tu vois, en soi... si tu as besoin d'une petite consultation chez le médecin, tu sais, tu lui dis j'ai mal là, c'est l'IA qui va te répondre. Il connaît ton background, il regarde un peu ton dossier, il voit à peu près ce qui se passe. L'IA, elle peut donner une première recommandation. Elle peut même dire non, t'as pas besoin d'aller voir le vrai médecin. Et derrière, t'as peut-être une prescription qui est faite. C'est possible, c'est un futur patient probable. En espérant qu'elle aille pas sur un site de merde, tu vois, genre
guérir mon cancer.com. Ouais, bah ouais. Mais en soi, si tu lui balances tous les bouquins de médecine à l'intérieur, tu sais, c'est un peu le truc si on pouvait absorber les livres et connaître tout de suite toutes leurs connaissances, bah une IA en fait elle fait ça. Hein. Mais c'est ça qui est flippant avec l'IA, c'est qu'elle a accès à internet et sur internet il y a absolument tout. Ouais. Ouais. Bah, tellement que pour le coup il y a beaucoup d'expérimentations avec des IA qui ont été faites, où je pense notamment aux IA qui ont été créées sur Twitter, qui sont super drôles, parce qu'en fait t'as des grosses entreprises qui ont créé une personnalité sous IA sur Twitter, et l'IA se nourrissait de ce que disaient les gens sur Twitter. Le pire truc à faire. Voilà. L'IA elle te répond de la merde, des Non mêmes. mais c'est ça, bah en fait au bout de je sais même plus combien de temps, mais je crois que c'était pas si longtemps. Au bout de même pas un mois, l'IA elle était devenue antisémite en fait. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes hein, quand même, parce que le truc c'est que bah, l'IA se nourrit de son environnement et ouais, c'est intéressant, mais on sait pas encore ce que ça va donner quoi. C'est très incertain, mais après, bon voilà quoi. Je pense que dans le cinéma, faut peut-être le prendre comme, comme l'arrivée de la couleur ou l'arrivée du son. Dans le sens où, bah ouais, ça peut peut-être totalement changer l'industrie cinématographique, mais peut-être que ça va donner moins de place aux énormes studios hollywoodiens et plus de place à des auteurs indépendants. Après, est-ce que ça veut dire que bah, s'il y a une mort de l'industrie, du coup, il y a aussi une mort de la distribution et que ça devient une sorte d'art de niche, un peu comme la poésie, quoi? Bah, je sais pas. Après, contrairement à l'IA, par contre, le son a créé des métiers. Et la couleur, même, bah, on a créé aussi. Ouais, c'est vrai. Donc là, quand l'IA, par contre, ne crée rien en soi. Bah, peut-être un ouais. conseiller en IA. Et encore. Et c'est possible, hein. Il y a déjà des gens qui font ça, qui font des tutoriels sur comment bien utiliser les IA, et à chaque fois je trouve ça mais complètement débile. Enfin, en soi, c'est tellement peu compliqué que. Est-ce que t'as vraiment besoin d'un tuto? Tu demandes à l'IA directement. Ah oui, c'est clair. Comment t'utiliser? C'est clair. Elle va te ressortir les arguments du tuto, quoi. Enfin. Enfin bon, c'est un sacré sujet et on n'a pas encore toutes les cartes en main pour en discuter, mais déjà c'est. Bon, on aura l'occasion, on aura en tout cas l'occasion d'en reparler. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas dit aussi. On va revenir sur le pâté vite fait. Sur le pâté, le cinéma. Je sais pas ce que c'est, mais c'est le prix de la vérité. Je l'ai vu tout à l'heure et je me suis dit, ah, mais tiens. Et bah non, en fait, c'est pas ici. Bon, pas grave, je vais parler du coup de la fille d'Albino Rodrigue. Et ça, par contre, si, je crois que j'en ai entendu parler. Enfin, j'ai dû voir la bande-annonce. Bah, de Christine, oui, ça sort la semaine pro aussi. Ok, c'est même pas une avant-première. Et on attend toujours les avant-premières de Cannes d'ailleurs. Ah oui. Mais il y a toujours pas, donc je suis en train de me demander si. Et on attend aussi de savoir si. Parce qu'il y a une idée de rediffusion de 2001 l'Odyssée de l'espace. On attend de savoir Blade Runner. si ce sera à Rennes. Ah, mais c'est pour les 100 ans de la Warner, c'est pour ça qu'ils font ça. Ouais. Bah, ce serait chouette qu'il y ait des petites séances à Rennes. Non, mais je pense que Warner France, en gros, ils proposent les films et c'est les pâtés ensuite qui vont sélectionner quel film ils passent. Ouais. 2001, ça va pas tirer grand monde. En tout cas, je pense pas que Pathé il s'imagine que 2001 ça va tirer grand monde. Je pense que moi je pense que oui, il y a quand même une vague de gens qui veulent voir 2001 en salle. Mais est-ce que ça va attirer le grand public alors que Blade Runner, bon, t'as toute une génération qui est déjà faite quoi. Blade Runner, c'est plus un film sûr. Enfin, après, d'un autre côté, tu te dis, en vrai, tous les films de Kubrick, tu vois, c'est des grosses prises de risques, mais ça a toujours été des succès. Ah, pas Shining. Enfin, pas, ouais succès, pas critique en tout cas. Shining. Oui, non, mais enfin. C'est ce que Kubrick disait, c'est que les producteurs prenaient des risques avec lui, mais qu'en fait, à chaque fois, il leur disait non, vous prenez pas de risques. Hein. Tous mes films ont été des succès. C'est génial. L'ego de l'homme. Et on a pas, je sais pas si on en avait parlé la semaine dernière, mais il y a Misanthrope, toujours au cinéma, qui a l'air très intéressant. C'est de Damien Ziffron, qui je crois est... Damien Ziffron, c'est argentin je pense comme nom. Ouais. Et il est jury du Festival de Cannes. Ah ouais. Et on l'a pas dit d'ailleurs, mais le jury a été annoncé. Oui. Et on a notamment du coup un Iranien qui ne peut pas venir. Génial. Tout se passe bien dans le monde. Hein. Et Denis Ménochet, Brie Larson, Paul Dano en acteur. Ducournau. Julia Ducournau en réalisatrice. Et j'ai pas les autres, il y a un prix Goncourt. Il y a Osloon. Enfin, oui, bah lui, président du jury du coup, me semble que c'est depuis. Voilà. Enfin, du beau monde quand même. Et surtout pas mal de monde qui a bossé dans du cinéma de genre. Ce qui est quand même pas anodin. Enfin, Denis Ménochet, il est dans le dernier Ari Aster. Tu sais pourquoi il est dans Who is Afraid, Denis Ménochet? C'est quoi qu'il a le déclic pour Ari Aster? C'était Jusqu'à la garde. Ah ouais? Ouais. Dans son rôle de père, vraiment.
Je sais pas si tu l'as vu toi, Jusqu'à la garde. Non, je crois pas. Bah, faut le regarder, j'ai un doute. c'est un gros thriller vraiment avec. En fait, première partie du film, tu te dis Denis Ménochet, oh, c'est un bon papa et tout. Ouais. Et après, ça part en couille. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais même quand tu regardes Asbestas en soi, enfin, c'est pas c'est presque un film de genre, Asbestas, quoi, tu vois. Ouais, non, il est traité pour moi de toute façon, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Chien de paille. Ouais. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit. C'est la même thématique. Hein. Enfin, Denis Ménochet, ouais, acteur qui est presque un acteur de genre, en fait, en soi. Et Julia Ducournau, est-ce qu'on a besoin de préciser? Et Ben Osloon, en soi, ça marche aussi un peu. Enfin, il y a du beau monde, il y a du beau monde. Julia Ducournau, présidente, quand même, ça aurait été peut-être mieux. Ouais, ça aurait été sympa. Dans quelques années. Et oui, j'ai pas dit aussi, petite actu sympa. Je sais pas si tu l'as vu du coup entre temps, mais je pense que oui. Il y a eu le teaser, on a eu le teaser du prochain film de Takeshi Kitano. Ah Kubi. oui, je l'ai pas encore regardé, mais. Oh bon, on le regardera après. Ouais, vas-y. Et ça a l'air incroyable. C'est Mais- Ran de Kurosawa par Kitano. C'est incroyable. Et ça a l'air tellement ambitieux. Et du coup, c'est réalisé par Kitano. Ouais, c'est Ah, réel par trop Kitano. bien, trop bien. Et voilà, Kitano revient et pour défoncer des gueules. Mais cette fois dans l'ère des samouraïs. Ah, et puis on a eu aussi, dernière petite actu du coup, le trailer de Dune 2. Oui, c'est vrai que. Qui, C'est vrai que c'est. Qui en vrai, ouais, enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il envoie du lourd quand même, mais je suis un peu déçu parce que. Enfin, déçu c'est peut-être pas le mot, mais j'ai un peu peur parce que on nous annonçait que le premier Dune était vraiment un truc introductif, film plutôt classique en soi, et que le deuxième allait être beaucoup plus métaphysique et partir dans ce truc qui manquait un petit peu dans le premier. Et là, j'ai un peu l'impression que ça va être. Il va sûrement faire un autre film après qui va être aussi même dans la même vibe. C'est possible. Il avait dit, j'ai vu une déclaration de lui sur Twitter, c'était en gros Dune premier, c'est un film. Mhm. Et pour faire son deuxième partie, il a besoin de 2 parties. Ah ouais. Du coup. Et mais moi je suis pas. D'un côté j'attends quand même une surprise, c'est qu'on n'a pas Ouais. vu dans la bande-annonce Christopher Walken Mhm. en empereur. Ouais, c'est vrai. Et on n'a pas vu les voyageurs de la guilde spatiale. Ouais. Dans le Dune de Mais- Lynch, c'est des monstres abominables. Mais il manque plein de choses en fait dans ce trailer, et j'ai Ouais. l'impression qu'il s'est vraiment focalisé sur Arrakis, dans le sens où on voit. Ah, même c'est que des persos dans le trailer. De toute façon. Ouais, c'est que C'est vraiment que pour montrer Florence Pugh, les stars. c'est que des persos et énormément de désert. Ouais. Moi, ça me fait un peu peur, tu vois, parce que le désert, c'était pas le truc le plus beau du film. Ah ouais, mais il a l'air un peu mieux là. Ouais, c'est Il y a vrai. une scène où il est orange, vraiment le désert, où c'est vraiment la Blade Runner 2049. Ouais. Et là, ça a après, l'air c'est plus pas beau. les images finales, ça se trouve dans le cinéma, on retrouvera la même Ça colo. se trouve, ça va être, si c'est le même chef-op, ouais. On sait pas, hein. Bon, on verra bien. Mais dans tous les cas, ça intrigue, mais moyennement. Enfin, pour ma part. J'attends les voyageurs. Après, de toute façon, j'attendais le film, donc. J'aime bien, là, par contre, il y a un costume de Florence Pugh a 2 costumes dans le trailer. Il y en a un avec son voile, son truc là, on s'en fout. Ouais. Et t'en as un autre où elle a un. Ouais, une sorte de bijou sur le Ouais. nez, un peu étrange. Ouais, ça j'aime bien aussi. Niveau costume, j'ai aussi Austin Butler qui est. Pourquoi il y a du noir et blanc dans le film d'ailleurs, j'ai pas trop compris. Oui, ça c'est incroyable. Ouais. Non, ça par contre, moi je trouve ça génial. Ouais, mais c'est bizarre. Enfin, est-ce que c'est. On va retrouver les Harkonnen maintenant, ils vont être en noir et blanc? Mais moi j'aime bien cette idée de. Enfin, tu vois, on retrouve un petit peu ce que faisait Jodorowsky avec chacune des planètes qui était représentée par un groupe de musique et par une Ouais. esthétique vraiment spéciale. Enfin, là, tu vois, c'est moins poussé, mais ça reste une esthétique cinématographique, quoi. Ah bah, de Limite, toute il aurait façon, pu faire des changements de format à chaque planète, tu De vois. toute façon, le truc, le truc que je retire, le meilleur truc pour moi que je retire de Dune 1, c'est la planète Harkonnen. Mm. Juste la scène du mec en train de faire ses incantations là, et Ouais. puis ses soldats. Et là c'est Hans Zimmer, il peut s'éclater à faire la musique qu'il veut, vraiment. Ouais. C'est expérimental le truc, il s'en fout quoi. Ah tiens d'ailleurs, petite déception aussi, c'est que bon après je pense qu'ils gardent la BO pour quand le film sortira. Mais Oui. Oh bah, putain, la BO musique de la bande-annonce. la BO dans le trailer, c'est la musique du premier quoi. Enfin, moi j'étais déçu parce que quand tu voyais, ouais non mais c'est ça, mais quand en soi le thème est bien, mais enfin quand tu voyais Hans Zimmer qui était tout content et qui avait alors que le premier venait à peine de sortir, il bossait déjà, il envoyait déjà des musiques pour le deuxième à Denis Villeneuve, et qu'après t'as le trailer qui sort et c'est la même musique, bah tu te dis oh quand même. Mais moi j'ai un peu peur d'un truc pour le film, c'est qu'on a la bande-annonce star déjà, Mhm, et qu'il n'y a pas de durée encore au film. c'est vrai. Il y a pas, potentiellement, il n'y a pas eu de test screening encore aux États-Unis. Il n'y a personne qui l'a vu le film. Ouais. C'est bizarre quand même à 5 mois de la sortie quoi. Ouais, bah. Parce que Barbie, On il a verra, déjà été vu mais- il y a 2-3 mois, tu vois, le film. Bah, en soi, ouais, bah, c'est possible qu'après, dans 2 ou 3 mois, le film il a eu des tests screening, ouais, mais je sais pas. Bah, c'est bizarre. Mais Après, en tout de cas, toute façon, plus les productions sont grandes, moins on laisse de temps aux gens pour faire les choses qu'ils veulent faire, donc on verra bien. Hein. en espérant qu'on. Puis Ouais, là, il y si a- le film fait. J'espère que le film fait une grosse durée quand même. Ouais, moi aussi.
Et puis qu'il explore vraiment, tu vois, ces thématiques qui manquaient dans le premier, où en fait, concrètement, dans le premier, on nous montre l'univers et les personnages, mais on nous pose pas vraiment de questions philosophiques ou de questions qui prennent vraiment la tête, où tu te dis, waouh, le film il a réfléchi. Tu vois, comme un Blade Runner, ou à la fin du premier Blade Runner, ou même du Blade Runner de Denis Villeneuve. Oh, en fait, même celui de Denis Villeneuve réfléchit encore plus. Il approfondit le machin. c'est super poussé, enfin, tu vois, rien que. Je pense, pour le premier Blade Runner, le dialogue de fin du premier Blade Runner. C'est une scène qui est devenue tellement iconique, mais parce qu'elle raconte tellement de choses, elle est tellement belle. Et ça m'a manqué, moi, dans Dune 1. Donc j'espère que Dune 2 pourra se rattraper dans ces idées-là. Et j'espère qu'il s'oriente vers ça, Denis Villeneuve. Après, Je pense, mais Dune 1 avait pour objectif de rassurer Prod, rassurer le je pense public, aussi, ouais. de faire avoir un blockbuster. Et Parce puis, que bon, quand tu vois Denis Villeneuve, genre ces films, tu penses à. Je pense à Enemy, je pense à Ennemi, il Premier est Contact. très, très chiant au niveau vraiment prise de tête et premier contact. Ouais, pour le coup. Premier contact, un peu moins, je trouve. Ouais, mais quand même. Mais Tu quand vois, même, il y a un délire, c'est le montage, quoi, dans le premier contact. Et puis du coup le Blade Runner aussi, enfin, je sais que Denis il est très fort là-dedans, qui me fait poser plein de questions, qui me donne envie de revoir ses films pour essayer de mieux les comprendre. Et Dune 1, je l'ai vu plusieurs fois, mais il n'y avait pas tant que ça besoin, quoi. C'était plus pour le kiff que je l'ai revu plutôt que parce que le film me hantait, quoi, tu vois. Je crois que j'ai jamais vu le style. J'ai un steelbook, j'ai jamais pris le CD. Ouais, voilà. J'ai acheté vraiment le steelbook parce qu'il était beau. Mais bon, moi j'espère que voilà, qu'il va pas devenir. C'est très très triste ce que je vais dire, et je le pense pas. Enfin, ce serait vraiment très triste, mais qu'il va pas devenir un nouveau Nolan en fait, et qu'il va pas se perdre dans ces trucs-là au point de en fait faire des fausses thématiques intelligentes. Parce que bon, il a eu beaucoup de films qui sont très intelligents, et là pour l'instant, En on est vrai, un peu en attente, quoi. En vrai, Mais je pense pas, je pense parce non que plus. même dans Dune 1, quand même, je retire des scènes iconiques. Des scènes Ouais, très, mais- très Villeneuve en soi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que pas tout, tu vois, mais. Mais je sais pas, c'est un film qui est pas si compliqué, quoi, et qui manque un peu de réflexion, je trouve. Bon, après, encore une fois, c'est un truc d'introduction, mais j'ai un peu peur pour le deuxième. Après, quoi. s'il avait fait comme Blade Runner 49, tu regardes le film, il a flop. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, au moins, il a le mérite d'avoir récupéré de l'argent. On espère en tout cas que Christopher Walken a un costume incroyable. Ouais. J'attends le costume de Christopher Walken et j'attends les voyageurs de la guilde spatiale. Parce que Lynch les avait très bien représentés. Ouais. Voilà. Très très bien. Même. Et pour l'anecdote, du coup, c'est des guerriers mutants qui ont muté par l'épice. Du coup, voilà. Et on leur donne de l'épice pour qu'ils nous guident dans la galaxie. Mais du coup, je pense que voilà. On a fini. Ouais. Et on va passer à la thématique. Et pour cette thématique, du coup, j'ai choisi Western Spaghetti. Chouette, j'avais faim. Et qui n'est pas un plat, du coup, mais un type de western qui est arrivé après le western classique aux États-Unis, qui a été amené, du coup, par les Italiens majoritairement. Même si je suis sûr que c'est des westerns. T'as le. Alors, je vais sortir peut-être un truc très raciste, parce que je sais plus le mot. Ouais. Le western Zapetti, Ah, c'est je crois. possible. Je crois que c'est le western, mais mexicain. Oui. Non, c'est les westerns qui se passent au Mexique, en gros, qui se passent à la frontière. Oui. Et je sais plus si c'est Zapeto ou Zapetti. Mais, peut-être. ou Zapati, enfin. Mais Ah. Zapetti, je crois que c'est la marque de pâtes. Oui. Une sauce. Zapeto. Ouais, je sais plus. Je sais plus, c'est faudra quelque chose rechercher. dans le genre, mais ouais. Mais t'as El Chuncho, par exemple, Mhm. qui est un western qui se passe. J'aime plus le nom du réel d'ailleurs, mais qui se passe à la frontière du Mexique et tout, qui va parler justement de la population mexicaine et de la population sud-américaine, quoi. Et moi, pour cette thématique, j'ai choisi par contre un pur western. Ouais. Quoique, pas vraiment conventionnel, parce qu'en soi, il est beaucoup moins sérieux que les westerns conventionnels. Ouais, et puis par cette thématique, il y a presque une fin du western en fait. Ouais, donc j'ai choisi Ou le fin d'une icône. mon nom est personne de Tonino Valeri. Déjà, rien qu'avec le titre. Et le titre en italien, je l'ai même plus d'ailleurs, c'est Il mio ne persone. Oui, mais enfin. Enfin bref. Et du coup, Étienne vient de voir le film, Oui, et je viens de le revoir, du coup, en même temps. Et qu'en as-tu pensé? c'est trop bien. C'est génial. C'est. Entre pas trop dans le détail, je vais le résumer après. Ok. C'est moi j'adore ma cinéphilie s'est aussi développée par la vision en fait de films jugés comme classiques absolus. Donc bon, forcément il y a Le Parrain, il y a 2000 ans l'Odyssée de l'espace, et il y a la trilogie du dollar, notamment avec La Brute et le Truand, qui reste, même si en vrai aujourd'hui je l'apprécie peut-être moins que d'autres westerns spaghetti que j'ai pu voir après. Ça reste un film totalement iconique qui a mis en place tellement de choses. Et j'avais pas vu Mon nom est personne, où du coup Sergio Leone a
donné l'idée. Donc je suppose C'est que- l'idée de base, Ouais, c'est ça. ou le bout de scénario, enfin je sais pas. Et en vrai, ça se comprend parce qu'on aurait presque pu voir une quadrilogie du dollar avec à la fin un Clint Eastwood un peu vieilli qui passe le flambeau à un autre, mais qui lui ne veut être personne, tu vois. Il y a un truc un peu beau d'avoir créé une légende et de l'éteindre. Et bon, bah du coup, c'est pas le film qu'on a eu, mais on a un film quand même qui résonne dans cette idée-là en fait, ça représente beaucoup qu'est-ce que c'est le western, mais aussi qu'est-ce que ça dit du cinéma, parce que en soi, c'est un peu un nouvel acteur qui fait face à un acteur de hollywoodien classique et qui lui passe presque la torche, mais. Qui a déjà joué avec Sergio Leone. Ouais, en plus. Parce que du coup, Henry Fonda avait joué le méchant dans. C'est l'homme à l'harmonica dans. Non Bah non, c'est pas l'homme à l'harmonica en fait. Non, non, non. Non, Henry Fonda joue bien, il était une fois dans l'Ouest. Il me semble, ouais. Bah, j'ai pas mon portable. Bah, Toujours pas. Je vais vérifier, mais continue du coup. Mais du coup, c'est vraiment un film qui m'a surpris parce que. Bah, en vrai, les western spaghetti, ils ont beau avoir cette réputation de prendre un peu le revers du western classique très sérieux, très héroïque. Ah, et voilà, quand même. C'est bien l'homme à C'est l'harmonica bien du l'homme à coup. Mais alors pourquoi j'ai cette. Ouais, moi je pensais à lui. Bah oui, moi aussi du coup, mais. Pourtant. Mais c'est dingue. Ouais, il y a deux hommes à l'harmonica. Je sais plus. Mais en tout cas, Ouais. il y a bien. Mais voilà, du coup, le western spaghetti qui a un peu cette réputation de prendre un peu le revers du western classique. Qui lui c'est vraiment presque. C'est chevaleresque en fait, le western classique. Hein, c'est vraiment. Bah, c'est de toute façon différence entre le western classique et spaghetti. C'est que dans un tas de la bolognaise. Non. Dans un, c'est la gloire américaine, enfin la conquête de l'Ouest, tout ça. Ouais. Et dans le spaghetti, par contre, c'est en soi la conquête de l'Ouest est faite, en général. Et t'as le. C'est juste. Comment on appelait ça? Je sais plus. Le bon terme, enfin la bonne expression. La loi de la jungle, en gros. Ouais, c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort. Voilà, Ouais. dans le western spaghetti. Bah, et puis, t'as presque un côté nihiliste, je trouve, dans les western spaghetti. Parce que dans le classique, t'as ce côté de. On a une quête. Tu vois, c'est presque la quête du Graal, tu vois. Il y a un truc qui mène les hommes vers quelque chose de beau, une bonté, tout ça. Et bah là, en fait, la quête, elle a déjà été faite. Il n'y a plus de conquête de l'Ouest à faire. Et tu te retrouves juste les mains dans les poches à avoir tué énormément de personnes. Et maintenant, à devoir revenir à une civilisation. Et ça montre vraiment c'est un truc qui est souvent dit, hein, mais le western spaghetti, c'est des personnages qui sont gris, quoi. Ouais. Qui sont ni bons ni mauvais. Et c'est pour ça, en vrai, il y a beaucoup d'ironie dans le bon, la brute et le truand. Parce qu'en fait, le bon, ça peut être n'importe quel des trois personnages. Le truand aussi et la brute aussi. Parce que du coup, Game of Thrones est une fantasy spaghetti. Un petit peu. Parce que- Il y a- C'est vrai qu'il y a la loi du plus fort, Ouais. les personnages gris. Bah ouais, carrément, Game of Thrones, c'est un peu un digne héritier du bon, la brute et le truand. Mais du coup, je vais résumer vite fait Vas-y. l'histoire du film. Enfin, même si ça va vite être résumé. Ouais. Ouais, on va commencer par. Du coup, on va suivre Henry Fonda, Mhm. qui va se faire raser la barbe. Mais des gens, du coup, remplacent le barbier et vont essayer de le tuer. Et évidemment, Henry Fonda, cowboy vétéran qu'il est, ne se laisse pas faire. Et va croiser sur sa route après Terence Hill, qui pêche un poisson. Oui. Et les deux vont parcourir un petit bout de chemin ensemble. Et Terence Hill va vouloir faire entrer du coup Henry Fonda dans la légende. Voilà, je sais pas comment le résumer autrement. Bah c'est ça, hein, c'est un petit peu, il le présente, mais c'est vraiment très marrant parce qu'en fait Terence Hill il prend presque une place de réalisateur, quoi. Oui, c'est Mais- vrai. Mais même il a un côté très surnaturel. Enfin, dans sa façon de se battre, il y a des moments qui sont très cartoonesques. Le fait qu'il arrête pas d'apparaître à gauche à droite, tu sais pas comment. Le fait qu'il y ait le jeu de montage sur lui aussi. Ouais. Parce qu'à un moment, du coup, pour parler de la scène, parce que c'est assez intéressant parce que le film est assez méta sur ses procédés techniques. Il y a un moment du coup où Terence Hill dit ah bah à ce qui paraît Jacques Beauregard, donc le personnage d'Henry Fonda, il peut dégainer 3 fois sans que toi tu touches ton revolver. Ouais. Et là va y avoir un jeu de montage avec Terence Hill du coup qui va vraiment dégainer 3 fois, mais c'est une répétition de 3 fois du coup la même scène en fait. Mm. Et juste ça déjà, enfin c'est des trucs qu'on voit pas forcément dans les autres westerns quoi. Non, ce même, jeu-là. même pas du tout. Mm. Et je crois que c'est le seul personnage qui a ce truc-là. Je crois ouais. De trucs cartoonesques, mais ça rend le personnage encore plus surnaturel, je trouve. Il y a vraiment un côté de. Il devrait pas être dans cet univers, ce personnage-là. Mais c'est justement la nouvelle génération, je pense, qui. Ouais. Et d'un côté, tu vois, il se mêle à l'ancienne pour lui donner une finalité. Mais c'est super intéressant, en fait.
J'ai vraiment l'impression que tu vois, ce personnage, il représente un peu un réalisateur ou. Bah C'est- ils veulent, ouais, le fait qu'il veut, même on va en parler aussi, bon, on peut même en parler maintenant. Le fait d'écrire l'histoire et de graver l'histoire en soi, ou de même de raconter un mensonge, machin, ça a fait beaucoup ref à Liberty Valance, imprimer la légende en soi. Ouais, Et il y a un personnage qui s'appelle Valance dans le film. c'est vrai, ouais. Et il y a énormément de rêves dans le film. Alors d'autres subtils, d'autres pas du tout. Genre par exemple une rêve pas subtile, il y a une tombe à un moment. D'ailleurs il y a la même. Ouais. Ça sort dans The Witcher 3 à un moment. Je sors ça parce que c'est la même rêve. Enfin c'est Ok. pas la même rêve mais c'est le même type de rêve. Enfin c'est le même style pour la faire en tout cas. C'est un cimetière dans l'extension de The Witcher 3 et tout ça. Mhm. Et sur les tombes, mec, t'as des trucs marqués genre il guettait les étoiles, commandant Picard, tu vois. En référence à Star Trek. Oui, bah oui. Et là, bah, sur la tombe, qu'est-ce qu'il y a écrit Sam Peckinpah, quoi. Genre, c'est le même niveau que Under the Silver Lake qui mettait sur la tombe Hitchcock. Ouais. Et Sam Peckinpah, du coup, qui a réalisé Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, Les Chiens de Paille ou La Horde Sauvage. Et bah, La Horde Sauvage, d'ailleurs, on la voit dans le film. Je sais pas si elle a vraiment existé, du coup, mais je sais qu'il y a beaucoup de films qui la mettent. Bah, et puis, elle est vraiment nommée pareil. Ouais, non, c'est reprendre des icônes déjà établies, en fait. C'est presque un multiverse. Mais j'ai l'impression que c'est le voir comme une conclusion de ce qui a été fait dans le western, Mon nom et personne, en fait. Ouais, bah ouais, ça se tient. Et puis à la fin, il tue la horde sauvage, il disparaît. Et même, je trouve que, tu vois, à la fin, quand on voit Henry Fonda sur le bateau, on est presque. Enfin, on a complètement quitté l'imagerie du western. Il est pas du tout habillé en cow-boy, il est en train d'écrire avec ses petites lunettes, il est sur un bateau, on a l'impression de. On n'est plus dans un western sur ces plans-là. Mais parce qu'il le dit lui-même, il reconnaît plus le pays. Ouais. Justement, il reconnaît plus cette période du Far West parce qu'on est en 1890, donc fin du Far West, et fin du western, en fait, de la période du western. Quoi. Ouais, on entre dans. Je sais pas comment dans un truc qui ressemble plus à Gang of New York ou. ouais, bah je sais pas comment ils appellent ça aux États-Unis. Je sais plus non plus. L'industrialisation. Ouais, c'est ça, c'est le début de toute façon, il en parle, Henri Fonda le dit à un moment justement que ça s'industrialise, et que tout le monde arrive dans le pays. En soi, c'est le début aussi de ce qui va lancer la guerre de sécession, les pères fondateurs, tout ça. Le début d'une vraie histoire américaine en fait. Bah après, bon voilà, c'est forcément fondé sur des. Non, c'est avant ça. Ah ouais? Bah oui, c'est 1700 et quelques ça. Oh, bah je dis de la merde. C'est avant le western, non? Ah oui, parce que c'est dans l'Est. Ça. Ah ouais? Bah je crois. Guerre de sécession, c'est bien la guerre avec les Anglais. Bah oui. Ah, c'est large avant, mec, c'est 1790. Putain, dingue. Bah oui, non, mais je me trompe totalement. Comme quoi, je connais pas si bien l'histoire. T'as en gros ce qui se passe à l'Est, et puis ensuite la conquête de l'Ouest, du coup, entre 1790 et 1800. Je pense que je confonds et je mélange parce qu'il y a toujours ce truc de. Enfin, les westerns se passent beaucoup à l'Ouest. Ouais. Et tout ça s'est passé plus à l'Est. Et ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a ce retour à la civilisation où déjà tout est établi, en fait. C'est un peu étrange. Et on n'en parle pas souvent d'ailleurs, mais parce qu'on voit très peu ça dans le western. Mais je sais qu'il y en a, il y a certains films, il faudrait que je me renseigne pour en regarder. Mais t'as les westerns asiatiques. Parce qu'il y a une grosse communauté chinoise notamment qui est allée dans le Far West. Et je sais que Lucky Luke par exemple, le ref est pourri, mais Lucky Luke, il y a des personnages chinois dedans. Oui. Qui ont des accents très racistes et qui sont jaunes. Mais c'est intéressant parce que du coup, je sais qu'il y a des westerns qui ont été faits, notamment avec des codes asiatiques, du coup, dedans. Ah, c'est marrant ça. Il y avait des villes du Far West où il y avait des grosses communautés chinoises qui s'étaient formées, quoi. Ce qui est dingue, c'est qu'en plus, après, tu regardes par exemple le cinéma coréen, il y a des moments, ça reprend clairement des codes de western. Il y a des westerns, le Bon, la brute et le cinglé. Oui, c'est vrai, ouais. De Kim Ji-woon en plus qui sort Cop V Bakan hors compète. Et petite anecdote aussi pour rajouter un truc sur Terence Hill et son côté marrant, c'est que du coup Terence Hill a un resto à Paris. Oui, c'est vrai. Et on peut manger une glace aux haricots rouges là-bas. Que j'espère est cuit dans la cheminée d'une locomotive. Oui. Mais ouais, le film, on n'en a pas parlé aussi, mais il y a des décors et de la mise en scène qui est juste incroyable, notamment la scène des miroirs. Oui. C'est super beau, même si c'est fait du coup avec des effets visuels, parce que quand il brise les miroirs, je me dis... On voit un petit peu que c'est pas du vrai miroir, mais en même temps on s'y attend. Parce que bon, en même temps, je suis pas sûr que ce soit possible, je sais pas comment les pièces sont pour qu'il y ait que des Terence Hill et deux mecs au milieu, et qu'il y en a aucun qui est vrai, tu vois. Ouais, mais c'est marrant parce que les scènes avec des miroirs comme ça, c'est toujours un truc qui a fasciné au cinéma.
Et moi, ça me fait penser un petit peu, parce que forcément, c'est une scène un peu d'action, même si là, elle est très cartoonesque. Surtout que on a les personnages qui sont sur un fond noir, donc on est vraiment dans un truc presque cartoon. Mais ça me fait penser plus récemment dans John Wick 2, je crois, où il y a toute cette scène dans les miroirs, dans une salle où il y a des miroirs de partout, et où je me suis toujours demandé, mais comment ils ont filmé ça? C'est incroyable. Bah t'avais moi le plan le plus connu de miroir qui me reste le plus en tête, c'est celui de Citizen Kane. C'est Orson Welles qui marche et puis t'as les miroirs infinis derrière. Oui, c'est vrai, ça c'est génial aussi. Ah symboliquement c'est super beau ce plan. Enfin les miroirs en général de toute façon dans le cinéma ils sont maintenant peut-être c'est plus utilisé pour être stylé. Ouais. Mais rien que par tu sais le fameux plan de t'as un couple devant leur miroir en train de se brosser les dents et la caméra elle est entre les deux, mais du coup elle se voit pas parce qu'il y a un faux mur. Enfin bon, ok, c'est bon, on a compris. Mais le truc avec ces plans là, c'est que tu te demandes même pas comment est-ce qu'ils les ont filmés. Enfin genre je sais pas, c'est devenu tellement naturel que ouais. c'est même plus impressionnant quoi. Plus facile numériquement des trucs comme ça. Ouais, c'est pas compliqué. Surtout avec l'IA aujourd'hui. Nous en la conquête de l'IA. Mais voilà, je sais pas si parce qu'on a beaucoup déblatéré en vrai dessus. Ouais. Mais c'est un film incroyable qu'il faut à tout prix regarder et c'est très feel good. Oui, c'est ça que j'allais dire aussi, c'est que on n'a pas parlé de la musique. Ouais, mais en même temps, c'est une telle évidence. C'est une telle évidence. Mais il y a quand même, vraiment, pour moi, il y a ma musique préférée, tout western confondu dedans. C'est La Horde Sauvage. Du coup, avec la reprise en plus des. De Flight of the Bumblebee, mais du coup, c'est la. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est la chevauchée des Valkyries. Des Valkyries, pas du Bumblebee. C'est autre chose. Et c'est aussi une musique classique. Et là, les musiques des New Morricone sont incroyables. Et le thème aussi, vous l'avez forcément, je pense, entendu. Si vous aimez JDG, vous avez entendu en fond déjà le thème de Mon nom et personne. Et dans les musiques, il y a aussi beaucoup de reprises de choses qu'il a fait précédemment dans la trilogie du dollar. Oui. Enfin, si c'est pas une reprise exacte, c'est vraiment les mêmes sonorités. Mais c'est beaucoup de références dans Mon nom et personne. Et ça veut dire beaucoup, quoi. C'est vraiment, je pense, c'est un peu le film somme de la période de western spaghetti en soi. C'est le western spaghetti qui termina les western spaghetti presque. C'est pour ça que j'ai jamais voulu aller voir le 2, enfin la suite de Mon nom et personne, parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu peux faire après? Surtout que je suis pas sûr que ce soit Tonino Valéry du coup derrière. Pas sûr. Donc je peux pas aller le voir. Mais voilà, il y a une suite. Faut le savoir. Avec Miu Miu, je crois en plus. Ah ouais? Oui, c'est qui joue dans Je verrai toujours vos visages récemment. Waouh. Purée, ça c'est incroyable. Ouais, des fois il y a des trucs random vraiment qui se passent. Tu vois, quand je vois ça, je me dis, j'ai de l'espoir. Peut-être que les acteurs qui ont commencé leur carrière chez Marvel, dans quelques années, je sais pas. En général, ils commencent pas leur carrière chez Marvel. Non, ils rejoignent plus Marvel. Enfin, je me dis, il y aura bien un moment où ce sera terminé cette affaire. Ouais. Ça donne de l'espoir. Oui, c'est vrai qu'on l'évoquait, mais la fin, Mon nom et personne pour la fin du western, ça donne vraiment envie de faire un film, de se demander s'il n'y a pas des films du coup qui vont faire la même chose pour le genre du super-héros. Ouais, c'est possible. Alors, soit tu pourrais reprendre de la structure narrative et les idées de Mon nom et personne et les incorporer dans un monde de super-héros. Mais le truc qui est dingue, c'est que ça a presque déjà été fait. Et même avant que Marvel ou DC prennent une telle place, en fait. Je pense même... bon, après, ça reste très différent, mais quand tu penses par exemple à Megamind... Non, j'ai pas vu. Ah ouais? Non, c'est le mec qui ressemblait aux avatars, mais avec une grosse tête. Ouais, c'est un film DreamWorks, mais en soi, t'as déjà dans ce film-là, t'as une déstructuration de ce que c'est que le méchant de super-héros, de ce que c'est que le gentil de super-héros. Et bon, après, la fin vaut ce qu'elle vaut, hein, mais il y a quand même un truc de... En fait, c'est déjà des codes qui sont établis depuis tellement longtemps, le super-héros et le super-vilain, que on peut déjà les déconstruire. Et que c'est un peu dingue que dans les films, ils le fassent aussi peu. Surtout les films à gros budget. Ouais, mais ne parlons pas de choses qui fâchent. Ouais, non. On pourra pas, tiens, pourquoi semaine prochaine on fait pas ça, un débat sur crash à Marvel pendant 10 minutes? Non, on va pas le faire. Ça ferait des vues en plus. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé aussi, mais il y a une estimation de recettes de Spider-Man Into the Spider-Verse 2 qui est à 85 millions au premier week-end. Oh, vache. C'est énorme. Mais comment ils font des estimations de recettes? Je sais pas du tout, c'est en fonction de la pub qu'ils ont fait, je pense. Du nombre d'entrées qu'ils prévoient en salle aux avant-premières. Ouais, ok.
Il demande à ChatGPT combien on va faire d'argent. Oh, ça vaut pas le coup, ChatGPT a dit non. Bah, le truc, c'est qu'aussi, c'est comme les sondages, tu vois. C'est auto-influencé. Enfin, Ouais, bah ouais. en faisant un sondage, tu vois, tu t'influences déjà le vote des gens et puis ce qui va respecter le sondage au final. Bah ouais. Et en te disant, ah bah lui il a une estimation de box-office à ce point-là, bah, c'est que tout le monde va aller le voir, je vais aller le voir aussi. Ça se voit surtout, je trouve, quand t'as des sondages politiques qui sortent au moment des élections et que, comme par hasard, chaque parti a un petit peu son sondage, quoi. Ils ont pas. Ouais, c'est comme par hasard. Enfin bon, je pense que. À moins que je trouve quelque chose, mais je ne pense pas. Je vous recommande d'aller voir Mon nom est personne. Je trouve que c'est génial. Et regardez-le en français. Oh ouais. Même s'il vient pas. Comment ils appellent, les synchros labiales sont pas parfaites. Mais bon, c'est un film d'époque. Mais et les voix sont très bien. Et il y a des voix des fois qui font vraiment. Qui voient du terroir, quoi. Le gamin au début même. Oui. Dis pas. J'aime trop le vieux. Le vieux, oui, mais aussi le mec. Le mec dans le saloon. Le mec dans le saloon, ouais. Il est caché où? Oui, et on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais il y a, si vous voulez un excellent jeu à boire qui n'est jamais fait en soirée, regardez Mon nom est personne, vous aurez des idées. Va falloir investir dans un revolver, mais. En vrai, je suis sûr que t'as moyen d'orienter le jeu différemment, tu vois. C'est possible. Mais dans le fait que en tout cas, le jeu est assez stylé. Il est bien construit ce jeu-là, en tout cas. Ouais. Je sais pas s'il était vraiment joué du coup en western, dans le Far West. Je sais pas, hein, c'est. Ça devait péter les couilles au barman. Enfin, au mec du salon. Bah, et puis, il surtout, perd des verres. Il suffit qu'il y a un mec qui a un peu trop bu et qui commence à tirer à côté du verre sur quelqu'un. Bah, normalement, je crois que dans les salons, de toute façon, c'était proscrit les armes. Donc, ouais, je pense. Bah, j'espère en vrai. Sauf pour ceux qui payent sous le comptoir. Enfin bon, Mon nom est personne, c'est génial. Faut à tout prix voir ça. Ouais, foncez. Et puis bah vu qu'on est sur une thématique western spaghetti, bien sûr il faut aller voir ceux de Sergio Leone. Sergio Corbucci, Sergio Leone, Damiano Damiani. Ah, c'est lui El Tuncho, je crois. Ah, c'est possible. Il y a moyen. Ouais, peut-être. Bon, enfin, Le Grand Silence, Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest. La trilogie du dollar. Ouais, bah ouais. Il était une fois la Révolution. Oui. Bah, et puis, tant qu'à faire, hein. Il était une fois les États-Unis, enfin l'Amérique. Bah pour le coup, tu vois, c'est pour ça que je trouve que l'héritage du film de western est vraiment le gangster. C'est vrai. Parce qu'il était une fois en Amérique, au final, Sergio Leone, tu vois, de base, il est très ancré dans le western, et il est quand même il a conclu sa trilogie sur ça. C'est quand même intéressant, ouais. Et même quand tu vois Les Affranchis, moi je trouve qu'il y a des scènes vraiment qui font très western dans Les Affranchis. Et puis c'est une évolution directe aussi des personnages. Enfin, en soi, les descendants des cow-boys qui se tiraient dessus dans le Far West, bah, c'est peut-être les mafieux dans la ville de New York, quoi, tu vois. Bah même t'as cette scène là par exemple dans Les Affranchis où Joe Pesci à un moment il se fout de la gueule de Ray Liotta et puis il fait tu rigoles à cause de quoi là? Ouais. Je me dis c'est une scène qui passerait en western. C'est vrai. Et ensuite il sort son flingue, tu vois, et puis vas-y, il bute, il tire dans le pied d'un mec. Mais de toute façon, ce qui a concentré les western spaghetti, c'est ces personnages qui sont ni bons ni mauvais et qui en fait sont attachants aussi dans le fait ils sont pas du tout parfaits. Et ils reconnaissent eux-mêmes leurs propres défauts et ils en jouent. Enfin, il y a un truc comme ça de l'anti-héros en fait. Et bah c'est complètement la même chose avec ces films de western, de gangsters. Et c'est pour ça que c'est nul. Les films de super-héros. Suivre un super-héros trop bon, c'est trop chiant. Bah, et puis même quand un super-héros a des défauts, généralement c'est pas des défauts horribles. C'est genre. Je suis raccroché au téléphone. Ouais. Oh mon dieu. Ah vraiment c'est triste. Donnez des vrais défauts à un super-héros, mettez-les dans des vraies situations où il n'y a pas de bon choix et il faut qu'ils fassent un choix moral par leur propre éthique et qu'ils l'assument. Là ce sera intéressant. Mais si c'est genre est-ce que je sais pas, je sauve une ville de 1000 habitants ou est-ce que je sauve une personne? Oh là là, c'est difficile parce que cette personne-là, je l'aime vraiment beaucoup. Enfin, s'il te plaît. Il mérite des vrais débats philosophiques qui sont plus élevés que le truc de est-ce que tu tires le levier du train pour écraser une personne plutôt que 5? Bon, c'est un sujet pour une autre fois. Mais je pense qu'on a fini du coup. On conclut sur le western.
comme on conclut l'épisode. Oui, bah oui. Et ben, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial. Ouais. Qu'on pense, en gros, on pense pour l'instant qu'on sait même pas en fait. On sait même pas. Mais ça fait un petit anniversaire déjà de la pause cinéma. Ouais. On est en retard de 2 semaines, je crois. Du coup, Ouais, une semaine de 2 semaines, mais bon, c'est pas bien grave. Mais on pourra parler peut-être des films, notamment des tops. Genre, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retient de certains tops. Ouais, Est-ce que c'est vraiment, est-ce que les films qu'on a mis dans le top, on les retient vraiment et on les a mûris depuis. On a mûri un avis dessus. Et on pourra reparler aussi peut-être des attentes cinéma de la seconde partie de l'année. Ouais. Parce qu'il y a des trucs intéressants Et qui vont sortir. puis reparler aussi par rapport à nos attentes qu'on a fait à la fin de l'année dernière, parce que là ça fait bientôt 6 mois quoi. Ouais, et surtout, tu pourras donner ton avis bientôt sur la bande-annonce de Kubi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, plein de belles choses quoi. Et ben, des bisous. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode 49 de l'Impôt Cinéma. Des bisous. Bisous.